Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième journée du festival Aller Vers. On va faire un petit réveil intellectuel en douceur avec cette conférence, cette table ronde. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée, bonne première journée hier pour ceux qui étaient là, que vous avez pu faire des rencontres intéressantes, que vous avez noué des liens. Cet événement, il est fait pour ça, donc profitez-en encore aujourd'hui pour visiter tous les espaces et puis rencontrer un maximum de personnes qui peuvent avoir les mêmes problématiques que vous, qui peuvent être des relais, des partenaires. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire sur cet événement et on espère que vous en profiterez au maximum. Ce matin, le sujet qui va nous intéresser avec nos intervenants, c'est zones urbaines, zones rurales, même combat contre les inégalités. Les zones urbaines et les zones rurales sont traditionnellement dans plein de recherches, plein de partis pris ou de clichés complètement opposés, avec des zones urbaines qui auraient des taux de chômage élevés, un multiculturalisme très présent, des fortes densités de population, et des zones rurales avec des faibles densités de population, faible maillage de services publics, des problématiques de mobilité exacerbées. Donc ça, c'est des réalités, mais est-ce que pour autant, ça doit opposer ces territoires qui abritent des populations, les deux dont on doit prendre soin, dont on doit prendre compte? Est-ce qu'on doit les opposer au regard de la lutte contre les inégalités ou est-ce qu'on peut au contraire trouver des points de convergence et les rapprocher? C'est ce qu'on va essayer d'étudier ce matin. Pour ça, on accueille 4 intervenants. Émilie Marin, qui est chargée de mission santé précarité à la Croix-Rouge. Bonjour. Sandrine Ladoux, directrice de la communication santé RSE qui représente la Fondation d'entreprise Optique 2000. Et Suzanne Leparc et Simon Guillon, qui sont respectivement intervenantes sociales pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne et animateurs pour la Fédération des centres sociaux du Maine-et-Loire et de Mayenne. Simon, tu as aussi été animateur en quartier prioritaire, donc tu connais les deux territoires. Donc vous représentez les projets Fulen et Pop Idée qui sont présents sur le village à vos soins, si vous voulez en savoir plus pour aller voir. On devait avoir Hélène Colombani avec nous ce matin, présidente de la Fédération nationale des centres de santé et directrice de la santé de la ville de Nanterre, mais elle est absente pour cause de Covid, donc elle a une excuse. Malheureusement, on regrette qu'elle ne soit pas là, mais c'est comme ça. Donc on va tenter à travers vos actions respectives de placer cette question des deux types de territoires urbains et rural dans les dynamiques de lutte contre les inégalités. On va commencer avec vous, Suzanne et Simon. Donc vous travaillez pour 2 fédérations de centres de santé, donc vous allez nous faire une intervention un peu en commun parce que vous avez des projets qui se rapprochent et qui en même temps ne sont pas tout à fait identiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail et nous dire un peu en quoi consistent vos 2 projets, Fulen et Pop Idée? Je commence. Du coup, moi je travaille pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne sur le projet Fulen. Fulen en breton ça veut dire étincelle. Et donc l'idée c'est qu'on a un outil itinérant donc, qui n'est pas là mais qui ressemble vachement à la Pop Idée. On est des petites cousines éloignées l'idée c'est d'aller à la rencontre des habitants, d'accompagner des démarches de réflexion sur l'animation de la vie sociale et locale avec les élus, les professionnels des territoires en zone blanche pour la CAF. C'est un projet qui est coporté par les 4 CAF de la région Bretagne et les 2 MSA 35-56 et 22-29. Donc voilà, donc tout un travail de réflexion de comment est-ce qu'on peut accompagner les habitants dans leur dynamique sur leur territoire en ayant des spécificités sur chaque territoire différent, quoi. Donc le territoire d'action c'est toute la région Bretagne. Voilà. Ok, merci. Et du coup, donc moi, pour la Fédération Maine-et-Loire-Mayenne des centres sociaux, nous, c'est un projet, le projet Pop Idée a été développé en lien avec la CAF, justement, pour aller sur des territoires qui sont dépourvus d'espaces de vie sociaux. Et nous, notre intervention, elle a une durée de 2 à 3 ans sur un territoire. Le but, vraiment, pendant cette période-là, ça va être d'aller à la rencontre des habitants et construire vraiment avec eux leurs projets, et notamment des projets avec une vocation d'autonomisation assez rapide pour qu'ils soient pérennes après notre départ. Ok, donc du coup, tous les 2, vos projets interviennent plutôt sur des zones rurales, voire des zones blanches en termes de services? Ouais, carrément, ouais. Pour le moment, ça a été le cas avec Fulen, où on a été envoyé sur des zones blanches. Il arrive qu'il y ait aussi des zones blanches pour la CAF en termes d'animation de la vie sociale, qui soient aussi dans des zones un peu plus urbaines.
Là, je vais intervenir sur le territoire de Landivisio, par exemple, dans le Finistère. Donc pour le moment, c'était plutôt des zones rurales. Les zones urbaines arrivent, mais en effet, en Bretagne, en tout cas, c'est plus rare d'avoir des zones blanches en zone urbaine, quoi. Oui, et puis nous, c'est un peu pareil avec du coup des fonctionnements sur des communautés de communes ou des communes nouvelles, avec souvent une centralité avec une ville un peu plus importante, mais qui ne va pas dépasser les 5000 habitants. Et après, des toutes petites communes qui vont pouvoir aller de 300 habitants, 300-400 habitants, quoi. Donc Simon, toi, votre action elle a la particularité d'être sur un temps long sur le territoire rural, c'est ça? Tu peux nous en dire un mot? Oui, carrément. Donc nous, c'est sur 2-3 ans. C'est vraiment un choix que moi, je trouve très pertinent puisqu'il nous laisse vraiment le temps d'aller à la rencontre des gens. On prend vraiment 6 mois de notre temps à aller à la rencontre interpersonnelle avec les habitants pour vraiment capter la représentation sensible des territoires par ces habitants. Et donc avoir des actions qui ont réellement du sens sur le territoire. Et qu'est-ce qui se crée comme qu'est-ce qui peut se créer comme type d'espace de vie après votre action? Parce que l'idée, c'est que le territoire dans lequel vous intervenez, il n'ait plus besoin de vous une fois que vous êtes parti, c'est ça? Ouais, donc en fait, nous, dans cette phase de rencontre, on reçoit finalement beaucoup de projets. Enfin, il y a pas mal d'envie de la part de la population, mais on se rend compte que dans les points communs des volontés, c'est vraiment l'envie de recréer des lieux de sociabilité de proximité. Donc ça va pouvoir être un café associatif, ça va pouvoir être une association de jardin qui permet la rencontre des habitants. Il y a vraiment cette notion de retrouver du lien en proximité au sein des communes qui est très fort. Donc voilà, l'exemple du café associatif, du jardin. On a aussi simplement des associations culturelles et sportives. Mais en tout cas, c'est vraiment créer ensemble ces unités qui nous permettent de nous rencontrer à l'avenir et de recréer du lien entre nouveaux et anciens habitants, quoi. Ok, très bien. Sur ce que tu nous disais, Suzanne, c'est qu'on peut déjà un peu identifier un besoin commun entre les deux territoires urbains et ruraux sur la problématique de la disparition du lien social et des lieux de vie sociale, en fait, de lien social. Vous avez effectivement des territoires qui sont déjà identifiés en ville. Voilà, on commence à savoir qu'il y a des gens qui peuvent tout à fait être isolés en ville. La crise du Covid nous l'a révélé de manière plus prégnante, mais tu peux nous dire de ce qui se passe dans ces territoires-là où vous intervenez en zone urbaine? Zone rurale, du coup, pour le coup, parce que zone urbaine, pas encore, mais ouais, on voit bien que, clairement, que ce soit en zone urbaine ou zone rurale, ce besoin de lien, ce besoin de... ces personnes isolées, il y en a partout, en fait. Et ce besoin de remettre de l'animation sur l'espace public aussi. Et comme disait Simon, de prendre le temps de rentrer dans la relation avec la personne avant de penser forcément à ce qu'elle participe aux activités ou à ce qu'elle participe à notre besoin de savoir ce qu'est le territoire. Enfin voilà. Ce besoin d'avoir un lieu convivial d'animation, de création de liens sur l'espace public, qui soit, je pense, en milieu rural ou en milieu urbain, il est à peu près le même. Enfin voilà. Il y a notamment un enjeu à se réapproprier l'espace public comme un lieu de vie et pas uniquement un lieu de passage. Donc vraiment que ce soit dans un quartier ou dans un milieu rural, c'est comment est-ce que cet endroit-là est vraiment pas juste un lieu pour aller d'un endroit A à un endroit B, mais en fait où les gens se permettent de s'arrêter et de se croiser. Très bien. Et il y a une autre spécificité de ton projet, Suzanne, c'est que vous avez aussi un autre outil pour les dynamiques d'aller vers que vous n'utilisez pas vraiment vous, mais que vous mettez à disposition d'autres structures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand on a lancé le projet, du coup, on s'est dit qu'on allait avoir cette caravane, avoir ce camion là pour faire de l'aller vers. Et on s'est aussi dit que, comme on fait de la formation aussi au sein de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, sur la formation sur l'aller vers, sur l'aller vers, et on a quand même pas mal de centres en Bretagne qui font de l'aller vers et d'autres qui ont envie d'en faire. Et du coup, on s'est dit qu'il était intéressant peut-être d'acheter enfin pas peut-être parce qu'on l'a fait, mais d'acheter un camion qui s'appelle Fulen Mad, du coup Fulen donc l'étincelle et Mad pour mise à disposition. Et puis en breton, Mad ça veut dire la bonne étincelle. Voilà. On est fort en jeu de mots en Bretagne, mais et du coup l'idée c'est que ce camion-là il est tout aménagé, table, chaise, cafetière, guirlande, voilà. Enfin bref, il y a tout le package pour faire de l'aller vers. Premier package, quoi. Et donc il est mis à disposition des centres, ouais, sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines,
pour que les centres puissent s'essayer à faire de l'aller vers. Des fois, juste parce qu'on a envie d'en faire en one-shot, des fois dans le cadre d'un renouvellement de projet, par exemple, ou d'autres fois parce qu'on a envie d'acheter un camion et on ne sait pas comment faire. Et du coup, le fait de pouvoir s'essayer avec un outil, ça permet de se mettre un peu d'accord sur ce qu'on veut faire, quoi. Oui, les investissements de départ pour l'aller vers, ça peut être un petit frein pour lancer son activité quand on n'a pas une structure qui a l'air insolide financièrement. Ok, très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Sandrine, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau un petit peu plus en détail, un peu plus détaillé de ce que j'ai fait moi, et nous parler un peu des activités de la Fondation? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'occupe de la communication de la santé et de la RSE pour le groupe Optique 2000. Le groupe Optique 2000, c'est un groupe coopératif. Il y a à peu près 2000 points de vente sur l'ensemble du territoire, donc un maillage assez dense par rapport à notre sujet. Néanmoins, on a aussi 40% de notre réseau qui est dans une zone de désert médical. Donc voilà. Et on a par ailleurs l'habitude de dire qu'il y a à peu près 80% de la population française qui a moins de 15 minutes d'un magasin du groupe Optique 2000. Voilà. Donc pour présenter un peu notre organisation, et notre siège social est à Clamart. Voilà. Ok, très bien. Donc 80% de la population à moins de 15 minutes d'une enseigne Optique 2000. Vous avez développé quelque chose pour essayer de toucher les 20% supplémentaires, c'est ça, dans une dynamique d'aller vers? Alors oui, tout à fait. On a développé depuis maintenant, je crois, 2019, un service d'optique à domicile qui s'adresse prioritairement aux personnes non mobiles. Alors non mobiles pour diverses raisons. Ça peut être une question d'éloignement géographique, d'absence de transport public, mais aussi non mobiles pour des raisons physiques, enfin voilà, d'accidents. De vieillissement, parce qu'on est quand même confronté aussi au sujet du vieillissement de la population. On va dire que la moyenne d'âge des gens qui utilisent ce service, c'est autour de 80 ans, donc un public plutôt âgé. Voilà. Et le deuxième service qu'on a développé, c'est là aussi d'aller vers les EHPAD. Alors là, on est sur un public, on va dire, qui rencontre en plus d'autres difficultés, parce que souvent multipathologiques, auprès desquels on intervient surtout pour comment dire, faciliter le maintien d'une forme d'autonomie, l'accès aux loisirs, le fait de, alors c'est tout bête, mais le fait de bien voir, par exemple, ça permet de pouvoir lire son journal, regarder la télévision. Bon, quand on est en EHPAD, malheureusement, le nombre d'activités parfois est un peu limité. Donc voilà, donc on a développé ce service et là on intervient le plus souvent à la demande de la famille, des aidants et des structures médicales, infirmiers, infirmières, voilà, qui nous sollicitent. Ok, très bien. Et votre service d'optique à domicile, il intervient autant en zone urbaine qu'en zone rurale? Alors, il intervient un peu dans les deux, parce que comme vous le disiez, finalement, on a tendance à considérer que dans les zones rurales, peut-être il y aurait plus de besoins, parce qu'en ville, les gens peuvent effectivement plus facilement se déplacer. Alors c'est vrai qu'en termes de transport public, c'est un peu plus simple. Néanmoins, quand on est une personne âgée, qu'on rencontre des difficultés à se déplacer, qu'on soit en ville ou à la campagne, la problématique est la même. Voilà, donc on intervient effectivement sur l'ensemble du territoire. Ok, très bien. Et vous pouvez nous parler un petit peu de la navette solidaire qui est ici sur le quai du commerce avec nous sur l'événement? Tout à fait, donc j'invite d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas venus la voir à venir nous voir. On a déjà eu beaucoup de visites hier. Alors la navette solidaire, elle s'adresse à un public différent. Là, on vise vraiment un public en grande précarité. L'objectif, c'est vraiment de proposer alors notre public, c'est plutôt les enfants et les adolescents ou jeunes adultes. Notre tranche d'âge, elle va de 3 ans jusqu'à 26 ans. Donc un public sans couverture sociale, voilà, auquel on propose. Alors j'ai assisté hier à quelques conférences et j'entendais que beaucoup d'intervenants insistaient sur la qualité du service qu'on propose à ces publics précaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est effectivement une consultation, un bilan médical, un parcours de santé médicale visuel complet, mais de la même manière qu'on le trouverait dans un cabinet chez un ophtalmologiste classique en ville. Donc on a un poste d'ophtalmologiste, on a un poste d'orthoptiste
Et on va jusqu'à, quand c'est nécessaire, faire les lunettes sur place pour ce public, pour que les gens repartent, en fait, enfin les enfants et les jeunes mineurs ou jeunes adultes repartent avec leur équipement si c'est nécessaire. Donc là, on est vraiment sur... Alors, on intervient plutôt cette fois-ci en zone urbaine, puisqu'en fait, on s'associe avec des associations dont la mission est d'accueillir soit des familles avec des enfants qui ne sont pas encore dans le système de santé, intégrés dans le système de santé, soit des jeunes mineurs, pour la plupart migrants, qui là encore ne bénéficient pas encore d'un système de protection sociale. Donc on est plutôt dans des zones effectivement urbaines, et dans les zones rurales, on n'a pas la structure qui nous permet finalement d'intervenir. On intervient partout, je le dis, partout en France, de Marseille à Loudéac. Je cite Loudéac parce que c'est dans la région et on a fait une opération là-bas. Mais voilà, on va à Lille, enfin on va vraiment là où sont les besoins en fait. Ok, mais du coup, vous soulignez la difficulté d'aller implanter ce projet-là qui a besoin d'un acteur de terrain pour préparer l'arrivée et l'accueil. Et cette difficulté, elle est plus prégnante pour vous dans les zones rurales, dans les zones blanches, pour trouver ce relais en local, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, les structures associatives, je pense que vous en parlerez, mais souvent, elles ont des sites d'accueil qui sont plutôt dans les villes, dans les zones urbaines. Et en milieu rural, elles sont relativement peu présentes. Donc nous, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur un acteur qui connaît le public. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'accueil de ce type de public. Donc on travaille vraiment avec le tissu associatif. Suzanne, Simon, est-ce que en fait votre travail, c'est pas aussi enfin en tout cas l'effet de votre travail, c'est pas aussi de préparer le terrain dans ces zones blanches pour que d'autres projets puissent venir s'investir et qu'il y ait une dynamique assez suffisante dans les zones rurales pour qu'on puisse développer d'autres choses? Ouais, je pense que moi, l'échelle de Fulen, c'est 6 à 8 mois sur un territoire, donc c'est vraiment très court, quoi. Simon, avec la Popidée, c'est plus long. Et en effet, ce travail on prend vraiment le temps de travailler avec les élus, avec les ambassadeurs un peu. On a des phases exploratoires où on prend le temps d'aller rencontrer les habitants et de savoir un peu qui est la personne qui connaît bien le territoire, qui connaît tous les habitants, qui connaît l'histoire du territoire et de la commune, enfin voilà, du petit village. Et en effet, ouais, de mettre déjà ces acteurs-là autour de la table, des fois permet même qu'ils se rencontrent eux-mêmes et de passer des moments ensemble, d'avoir des liens de relation avec ces gens-là aussi. Ça crée des choses qui sont des fois un peu surprenantes. Et je pense que oui, après, ça peut lancer des dynamiques qui permettent l'accueil de ce genre d'action, quoi. Ouais, mais je dirais que vraiment, justement, le travail interpersonnel de rencontre qu'on fait avec les gens, ça permet aussi de lever beaucoup de freins. Enfin, je pense notamment par rapport à la question de santé, où c'est pas toujours évident quand on se dit ouais, ok, donc je vois bien qu'il y a ce machin là par ici, mais en même temps, moi je les connais pas, je sais pas vraiment comment y aller. Alors que quand il y a une personne qu'on connaît, qu'on reconnaît aussi dans sa manière d'approcher les gens ou de créer du lien, eh ben, du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller vers ces professionnels-là. Nous, on le voit au niveau de la santé, mais aussi au niveau des services publics. En fait, comment est-ce qu'on dit, bah si, tu vas voir, la conseillère numérique, c'est une telle, elle est vachement sympa. Bah, du coup, ça lève vraiment beaucoup de freins. Et on le voit même sur des organisations collectives. Tu le disais, toi, avec la part des élus et des professionnels. C'est vrai que vraiment travailler cette interconnaissance et l'interconnaissance, notamment avec les habitants, permet vraiment une construction collective qui a du sens sur les territoires et qui permet de développer de nouvelles actions sur les différents territoires, que ça soit en rural, encore une fois, et en urbain, puisque les freins liés à la santé ou aux institutions sont globalement à peu près les mêmes. Très bien. C'est bien, il y a déjà des interactions qui se préparent. Émilie, est-ce que tu peux à présent nous dire un mot sur ce que tu fais pour la Croix-Rouge, ton poste et vos actions? Oui. Alors la Croix-Rouge est vaste, donc je vais être rapide. Juste pour parler de mon périmètre à moi, du coup je suis vraiment dans le secteur de la santé, et puis particulièrement dans un champ qui est la lutte contre les inégalités de santé. Donc on déploie en fait des projets d'accès à la prévention, aux soins et aux droits de santé pour les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité, d'exclusion sociale. Et juste rapidement aussi, ça prend différentes formes. Donc c'est un peu l'image de la Croix-Rouge, on a tout un volet bénévole avec des dispositifs bénévoles
comme des mini dispensaires, un peu l'image du dispensaire, où on a des professionnels de santé et du travail social, de l'accompagnement, du lien social, en lien avec tout le travail qui se fait autour de la santé. On a aussi des établissements, donc de l'hébergement médicalisé, pour les personnes dont l'état de santé n'est pas compatible avec la vie à la rue ou dans un hébergement classique. Donc des lits halte soins santé, des lits d'accueil médicalisés, des appartements de coordination thérapeutique. Et puis depuis quelques années aussi une transformation des pratiques vers des pratiques d'aller vers, avec de l'aller vers qui est fait par des bénévoles, des équipes mobiles. On essaye d'implémenter de la compétence santé dans les maraudes sociales par exemple. On a des cliniques mobiles comme le bus dentaire qui est là, mais avec des soins de premier recours aussi. Et puis de ce fameux hors les murs dans l'hébergement médicalisé avec des lits halte soins mobiles et des appartements de coordination thérapeutique hors les murs. Très bien. Et vous, historiquement, à la Croix-Rouge, vous avez plutôt un axe d'entrée qui vient de l'humanitaire. Ça veut dire que vous ciblez quelle population, en tout cas vous touchez quelle population à travers ces actions santé? Alors, dans l'histoire et la transformation de la Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge a 160 ans et l'Aller vers, il était à l'origine en fait de sa création et en fait au fil du temps les profils ont changé. Donc le premier Aller vers, ça a été vers des personnes, des blessés de guerre sur les champs de combat. Ces personnes-là aussi qui après les phases se sont précarisées, n'étaient pas forcément en emploi, donc on s'est intéressé un peu plus à la précarité. Et puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, la vulnérabilité, en fait, elle est plutôt plurielle. Donc il y a plusieurs formes de vulnérabilité, certaines qui sont plus longues, d'autres qui sont ponctuelles. Donc on s'adresse beaucoup aux personnes en situation de rue, aux personnes migrantes. Et de plus en plus, on va vers des nouveaux territoires que j'appelle des territoires de vulnérabilité qu'on ne connaissait pas forcément avant. Là où on était dans l'habitat informel, spontané, en squat, en bidonville ou à la rue, en fait, on va aussi maintenant dans les hébergements sur demande de partenaires ou au domicile des personnes. Et on voit bien qu'en fait, même avoir un toit aujourd'hui, ça ne protège pas forcément de la précarité. Ça veut dire que les personnes que vous alliez voir en grande précarité, c'était plutôt concentré sur des zones urbaines où cette grande précarité elle était visible. Et maintenant, vous arrivez à déployer vos actions en zone rurale pour cette précarité invisible, on va dire? Oui, c'est vrai que on a toujours eu conscience qu'il y avait une invisibilité de ces publics et de leurs besoins. Malgré tout, effectivement, on en a déjà parlé par praticité ou par densité en fait de réseaux social et de réseaux de santé, et puis parce qu'on avait des ressources aussi dans ces zones urbaines, on était plutôt sur des dispositifs qui étaient fixes, des lieux d'accueil, d'accompagnement, et puis l'histoire, le Covid aussi aidant, en fait on a commencé à aller de plus en plus loin dans les territoires. Et puis à chaque fois qu'en fait on repère des besoins, il y a quand même un effarement. Je veux dire, quand on va chercher les gens, on se rend compte qu'il y en a et qu'il y en a beaucoup en fait qui restent éloignés en fait de ces services. Donc oui, il y a eu historiquement en fait une transformation de nos actions qui va aussi avec une transformation des pratiques. Même si l'aller vers, au sens où on l'entend de mobilité géographique, d'aller un peu plus en profondeur dans certains quartiers ou dans certains territoires, il s'exprime aussi avec de l'aller vers, de comment on transforme le rapport pour accéder à des nouvelles populations et comment, on en a parlé, comment est-ce qu'on crée les conditions de la rencontre avec des personnes qui sont de plus en plus marginalisées ou de plus en plus discriminées, on peut le dire aussi. Et donc avec des inégalités vraiment qui se creusent de plus en plus. Et si on était peut-être au départ vraiment sur une approche de lutte contre les inégalités sociales, en fait, un peu malgré nous, j'ai envie de dire, on essaye maintenant aussi d'avoir un plan de lutte contre les inégalités territoriales et on ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Et techniquement, qu'est-ce qui peut différencier votre conception d'action, votre manière de travailler quand vous allez travailler sur les zones urbaines que vous connaissez depuis longtemps ou sur ces zones rurales que vous
que vous essayez d'investir plus depuis la période du Covid, manifestement? Comme pour tout le monde, il y a eu un avant et un après sur pas mal de choses et ça a révélé beaucoup de trous dans la raquette. Ouais. Peut-être c'est un peu l'objet de la table ronde, c'est même combat. Est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une question? C'est un peu des deux, mon capitaine. C'est ça. Et en fait, dans les similitudes qu'on peut trouver, déjà l'approche, on en a parlé et nous c'est là où on est attendu. En premier lieu, c'est ce que les gens citent en premier lieu, même quand on parle santé. En fait, le premier argument que les gens nous opposent, c'est le lien social. En fait, on arrive et les gens sont contents de rencontrer des gens, ils sont contents qu'on s'intéresse à eux, ils sont contents juste d'avoir un café le matin. Et en fait, c'est à partir de cette relation qu'on commence à créer qu'on peut se permettre d'aller identifier des besoins de santé, qu'on peut se permettre d'aller questionner sur quelles sont les attentes aussi des personnes en matière de santé. Donc voilà, c'est peut-être des points communs qu'on a tous autour de la table. On a aussi peut-être la première chose à dire, c'était l'objectif. En fait, l'objectif, il est le même dans tous les cas, c'est nos actions, elles visent à réduire les inégalités de santé. On ne va pas chercher l'égalité, mais on a des services qui sont adaptés en matière de ressources, d'approche, pour vraiment viser à l'équité et à essayer de lever un peu toutes ces barrières qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont économiques aussi, pour accéder, déjà prendre mieux conscience de sa santé et pouvoir accéder aux services de droit commun. Et peut-être sur la relation avec les partenaires et comment on s'inscrit dans un territoire en matière de santé, nous on cherche à créer des parcours, donc on cherche à créer des parcours de santé, des parcours de soins aussi quand il y a vraiment des pathologies. Et pour ça, on s'appuie vraiment sur de la coopération, sur de la collaboration avec tous les acteurs locaux. Et j'ai même envie de dire que souvent, on crée des symbioses. C'est-à-dire que nous, quand on fait de l'aller vers, on va aussi travailler l'aller vers des partenaires. C'est-à-dire que nous, quand on ne sera plus là, il faudra aussi que cet effort il se maintienne de la part des partenaires. Donc, on les embarque avec nous. Physiquement, ils font les sorties avec nous, que ce soit des partenaires de la PAS, par exemple, ou des partenaires spécialisés. Et même du social, l'assurance maladie, tous les partenaires indispensables au parcours. Donc voilà, sur les similitudes, il y en a beaucoup. Et peut-être sur les spécificités, en zone urbaine, on l'a dit aussi, je pense qu'il y a la densité de population qui est importante. Donc en fait, il y a beaucoup de besoins parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et puis il y a aussi des populations qui sont plus hétérogènes. Donc on doit répondre à beaucoup de besoins différents dans des laps de temps qui sont plus courts. Mais par contre, il y a une facilité d'intervention parce que il y a une distance géographique qui est plus courte. On peut être là plus souvent. Il peut y avoir une récurrence en fait qui s'installe avec les personnes pour que ce lien de confiance il s'installe vraiment dans le temps. En zone rurale, c'est un peu plus compliqué, ça reste un peu plus compliqué, marqué par deux choses principales. Le premier, c'est l'isolement et les isolements, j'ai envie de dire. De l'isolement géographique qui est clair, et des structures, des services, des professionnels de santé qui sont physiquement très éloignés. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut réussir à rapprocher symboliquement mais aussi physiquement les services des personnes. De l'isolement qui est médical parce que avec la raréfaction de l'offre de santé et de l'offre médicale, il faut jouer avec ça aussi, c'est-à-dire que il y a très concrètement peu ou pas de professionnels dans ces zones moins denses ou ces zones blanches. Donc, encore une fois, il faut dealer avec ça. Et puis, l'isolement, il est social. Donc, il existe en zone urbaine dans certains lieux. Mais il existe aussi en zone rurale avec des formes en fait, de sociabilité qui sont différentes. Donc, il faut aussi nous appréhender, mieux comprendre. Et voilà, il faut voir à la fois la sociologie des territoires, comment ça fonctionne, quelles sont les relations interpersonnelles les uns avec les autres, comment on peut s'intégrer là-dedans, quelle est notre place, est-ce qu'on a une place aussi, et puis aussi le profil des populations, la sociologie des personnes, qui fait que oui, on a aussi en zone rurale beaucoup plus de personnes âgées. Il y a un phénomène nouveau, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes aussi, des jeunes qui sont ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi et qui
sortent des villes parce qu'ils n'arrivent plus à assumer leur vie quotidienne en ville. On a aussi des personnes migrantes qui avaient peut-être moins avant, mais avec le phénomène, les concepts de SAS, on va de plus en plus envoyer les personnes migrantes dans un zone de forte ruralité avec toutes les problématiques qu'on a déjà évoquées, sociales, avec des ruptures biographiques, des ruptures de liens et un effritement en fait, du lien social de plus en plus. Donc tout ça, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont en fait des défis, j'ai envie de dire, un peu communs aux deux, mais avec des difficultés, moi, que je trouve supplémentaires en zone rurale. Simon, Suzanne, je vous entendais réagir, là. Vous voulez peut-être compléter ? Ouais, non, mais c'est parce que du coup, nous, on anime notamment des formations sur la notion d'aller vers auprès de nos réseaux et auprès des partenaires. Et en fait, il me semble qu'on s'appuie notamment sur un exemple d'un groupe de bénévoles de la Croix-Rouge qui a été accompagné par une personne qui s'appelle Jérôme Guillet dans une démarche d'enquête exploratoire où en fait, vraiment, l'idée, c'était de se dire bon, on a un dispositif itinérant qu'on vient d'avoir au niveau de la Croix-Rouge. On arrive sur un territoire rural, mais du coup, comment est-ce qu'on arrive à vraiment trouver le bon espace-temps, la bonne manière d'amener ce truc-là ? Et en fait, ces bénévoles-là ont vraiment pris le temps, avec d'autres professionnels du territoire, d'aller à la rencontre des personnes, à la rencontre des commerçants, pour pouvoir s'en faire des alliés et en faire des relais de l'action. Et en fait, de fil en aiguille, donc, de par ces rencontres, ils ont réussi à identifier un lieu qui semblait pertinent, un espace-temps qui semblait pertinent, et qui du coup a pu agréger au fur et à mesure d'autres actions, que ça soit le centre social qui couvrait sur le territoire et ce truc comme ça. Et où du coup, il y a vraiment cette notion-là que vous évoquez de comment est-ce qu'on arrive à mettre du lien social et comment ce lien social permet justement de briser les barrières vers les services et vers la prévention santé. On peut peut-être dire qu'il y a une certaine forme d'humilité à avoir dans cet exercice de l'aller vers, parce qu'en fait, on est chez nous nulle part et partout à la fois. C'est-à-dire que oui, il faut comprendre les territoires, il faut interroger, il faut se reposer. On a parlé, je pense, hier aussi de cet aspect communautaire, de se reposer sur les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que des fois, c'est un défaut aussi de dire en zone rurale, on dirait on n'a rien, vite, on va créer un endroit ici pour faire du soin. Bon, est-ce que les gens en ont besoin ? On ne s'est pas posé la question. Est-ce que les gens, parce que c'est fait pour eux, ils vont venir là ? On ne s'est pas posé la question non plus. Et donc, en fait, nous, il y a double boulot derrière pour essayer de dire, bon, c'est peut-être pas le bon endroit, c'est peut-être pas la bonne solution. Et puis, si on n'est pas attendu, on ne vient pas, tout simplement, quoi. L'importance du diagnostic initial et de la connaissance du territoire. De ce double truc d'humilité et de prise de temps pour aller rencontrer. Au-delà de mon objectif que je poursuis, c'est j'ai besoin de ce temps-là de rencontre pour être cohérent, en fait. Juste, nous, c'est plus un retour d'expérience de notre participation à ce festival Aller Vers. C'est vrai que ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on fait, c'est bien. On sait qu'effectivement, humilité, c'est une petite goutte d'eau dans un océan de besoins. En revanche, on s'interroge maintenant sur le fait de pouvoir intervenir justement peut-être en complémentarité avec d'autres. Parce qu'on est sur un tout petit champ qui est la santé visuelle. C'est hyper important. Évidemment, mais il y a plein d'autres besoins en santé et d'essayer de peut-être travailler davantage en collectif pour agréger plusieurs besoins de santé pourrait pour nous être une piste de développement demain. En tout cas, c'est les réflexions déjà qu'on a eues lors de ce festival. Si ça amène des choses comme ça dans l'avenir, on pourra dire qu'on aura réussi. Et puis j'ai pour exemple d'un camion Optique 2000 qui était venu sur un événement, on avait un temps de théâtralisation sur la question du numérique auprès des seniors, et du coup il y avait un camion qui était venu sur ce temps-là. Donc les coopérations sont possibles en effet. Émilie, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le bus dentaire du Gers qui est aussi dans la zone unité mobile avec nous sur le festival ? Oui, alors je peux, mais je pense que celui qui en parle le mieux, c'est Sébastien qui est dans le bus, qui est le coordinateur. Le bus dentaire, quoi dire ? C'est un projet long. C'était un projet très attendu, à la fois des populations, mais aussi des institutions. Donc, il y avait à la fois ce défi d'aller en zone blanche, puisqu'il y a eu un diagnostic vraiment initial. L'idée, quand on fait de la santé, c'est qu'on marche sur des œufs aussi avec les professionnels de santé. On a parlé hier de l'exercice forain itinérant de la médecine, de la santé. On est face à des partenaires santé, notamment les ordres, qui sont très accrochés à ces pratiques anciennes. Enfin, c'est tout un débat.
Et puis aussi des professionnels sur place qui sont, c'est très contradictoire parce qu'à la fois très peu présents, avec des cabinets où on ne peut plus recevoir de nouveaux patients, on refuse les urgences, et en même temps la peur de la concurrence. Alors, on ne sait pas trop quelle concurrence, mais voilà. Donc vraiment l'ambition c'était d'aller s'implanter là où il y avait le plus de besoins et aussi le moins de contraintes par rapport à d'autres professionnels qui voyaient un peu d'un mauvais œil cette pratique un peu nouvelle. Donc voilà, grosse phase de diagnostic, grosse phase aussi technique parce que d'un point de vue très pratico-pratique, embarquer un cabinet dentaire sur roue, c'est très compliqué. L'idée, c'était que ça soit praticable, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec, il faut pouvoir circuler dans des zones pas très praticables pour le coup, donc il faut que ça soit un véhicule léger pour qu'on puisse le conduire facilement avec un permis B, que n'importe qui puisse s'en saisir. Donc on va dire, on passe toutes ces étapes très longues d'implantation avec aussi où aller, avec les partenaires locaux, etc. Le projet, il repose vraiment sur une belle idée, c'est qu'en fait, comme la majorité des projets au départ, nous on les pense avec des bénévoles. Là, donc on a des chirurgiens dentistes bénévoles, mais qui vont en fait tutorer des étudiants en chirurgie dentaire. Et comme le Gers est aussi un territoire éloigné des instituts de formation, enfin en tout cas de la formation en chirurgie dentaire, et ben c'est la ville de Toulouse, le CHU de Toulouse, qui envoie ses étudiants en stage, qui se relayent en fait, qui font des binômes, pour venir pratiquer. Donc ils sont tutorés par ces fameux dentistes bénévoles. Avec Sébastien qui est toujours là aussi pour faire du lien, pour essayer, si c'est possible, d'avoir cette notion de parcours aussi qui se construit derrière. Et puis voilà, gros succès, hein, les gens, il y a un système de prise de rendez-vous, donc tous les rendez-vous sont bookés à toutes les sorties. Et puis des gens qui trouvent des solutions qui n'existaient pas, en fait, tout simplement. Oui, c'est la puissance de l'aller vers et de l'agilité en construction de projet qui permet d'imaginer des choses et de faire bouger des lignes aussi dans les grandes institutions. On a discuté hier avec la CPAM sur la possibilité aussi de faire intégrer dans le droit commun des dispositifs innovants qu'on mène tous sur le territoire. Ouais, puis peut-être juste dire un mot sur les étudiants. En fait, on a besoin aussi de bouger les lignes au niveau des représentations des professionnels. Donc déjà, nous, on a intégré des internes dans les dispositifs bénévoles d'accès à la santé. Et en fait, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est on ne savait pas. On ne savait pas que ces populations existaient. On ne savait pas qu'elles étaient aussi nombreuses. On découvre des territoires. Donc là, j'aime bien parce qu'ils ont l'habitude de dire on donne le goût du Gers aux étudiants dans le Gers. Et donc, ils réfléchissent après. Ils réfléchissent à comment ils peuvent faire un exercice différent. Ils voient qu'il y a une humanité aussi dans les territoires ruraux qui est différente. Un remerciement les personnes qui sont hyper contentes et qui, Sébastien me disait hier, on reçoit les gens reviennent, ils nous amènent un gâteau pour nous remercier. Dans un cabinet dentaire, on ne fait pas ça en général. Et voilà, nous, l'idée aussi, c'est que derrière, on essaye de transformer dès la formation des futurs professionnels le rapport aux personnes en situation de précarité, aux personnes isolées, et puis leur future pratique, en fait. Juste peut-être pour donner un témoignage complémentaire sur justement comment on intègre des professionnels de santé dont le temps médical est de plus en plus rare dans ce type de dispositif. Nous, effectivement, dans notre navette, on a aussi besoin d'ophtalmologistes bénévoles, parce qu'on ne les rémunère pas. Alors, on n'a pas fait le choix d'associer des étudiants, mais en revanche, on s'est associé avec une association qui s'appelle l'Association nationale des jeunes ophtalmologistes. Donc, c'est plutôt ceux qui arrivent, qui débutent leur carrière d'ophtalmologiste. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est une façon aussi de leur faire porter un regard un peu différent sur un public un peu différent et de les intégrer dans ce type de dispositif. Mais c'est vrai que le cœur du réacteur de ce type de dispositifs médicaux mobiles, c'est de trouver les professionnels qui vont accepter de donner de leur temps, alors que déjà, ils en manquent beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos éclairages. Il nous reste un gros quart d'heure. Si des gens dans le public veulent interagir, illustrer ou poser des questions à nos intervenants,
On a des micros qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à vous manifester. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des illustrations à faire sur le travail en zone rurale, zone urbaine? Personne ne veut se lancer. Il est trop tôt. Si, ça y est. Merci. Moi, j'ai envie de développer quelque chose autour de la santé mentale. Et donc voilà, donc c'est inspirant pour moi, merci. Moi, je me demandais s'il y a des zones qui sont ni urbaines ni rurales et vous savez pas, enfin, vous réagissez différemment, ou est-ce que ça existe, des zones grises? J'ai pas entendu le nom du dispositif, Simon. Voilà. C'est Pop Idée. Ouais, c'est ça. Donc, le nom, c'est Pop Idée. On est présent au bout du village, là-bas, la caravane jaune. Normalement, on la rate pas. Et c'est rigolo, parce que, enfin, j'imagine qu'à notre tête, on a dû se rendre compte que finalement, la zone grise n'était finalement pas si réfléchie. Moi, peut-être le truc que je verrais qui pourrait rentrer dans ce cadre-là, enfin, j'imagine plutôt des villes dortoirs en proximité de grandes agglomérations. Moi, j'avais sur le territoire précédent une ville qui comptait, je dirais, 6000 habitants. Et en fait, nous, à essayer de passer sur ce territoire-là, on ne croisait personne. C'était assez dingue. On croisait personne au sens où il n'y avait pas cette rencontre. On était présent sur le marché, il y avait beaucoup de passages, mais pas cette rencontre. Ce temps de rencontres interpersonnelles en fait n'était pas pris, et on a pu tourner sur cette commune, à faire le tour à vélo pour essayer de repérer mais ils sont où les gens. Et vraiment on était sur cette grosse commune où il y avait des zones de passage, mais où les gens finalement on n'a jamais réussi à rencontrer, à vraiment aller dans cette étape de rencontre. Donc je dirais que s'il devait y avoir quelque chose qui est un peu entre la ville et la campagne, on pourrait être à peu près sur ces choses-là, quoi. Oui, peut-être dire si vraiment on calque aussi la santé sur ces territoires. En fait, zone rurale ne veut pas forcément dire zone blanche et sous-dotée. Si on regarde la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est une zone très, très urbanisée et pour autant un des plus grands déserts médicaux de France. Donc c'est compliqué d'avoir des critères qui nous placent sur le curseur. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment la question de l'offre et de l'accessibilité à l'offre qui va définir si on est dans une zone plus ou moins grise ou blanche ou noire. C'est vrai qu'avec Hélène Colombani, donc, qui devait être présente ce matin et qui n'a pas pu être là, on avait prévu de parler de ce niveau de zoom, justement, de comment on apprécie les dynamiques de densité de services publics, de services de médecine, de population. En fait, quand on se place au niveau national, on se rend compte qu'il y a des zones qu'on pourrait dire vertes, les grandes agglomérations, où on a des services publics, une population dense, des services de transport efficaces, et les populations rurales autour qui seraient dans les zones rouges avec ces problématiques d'éloignement, de faible densité. Et quand on se met à zoomer au niveau de la ville de Nanterre, par exemple, ou n'importe quelle zone urbaine, on se rend compte qu'on retrouve le même schéma, avec des zones vertes, avec des services publics, un maillage d'offres de soins ou d'autres services qui est présent, et des quartiers qui sont un peu éloignés avec des problématiques de transport pareil, et on a un peu cette image de fractal mathématique avec ce motif qui se répète à l'infini au fur et à mesure qu'on zoome, ou de chou romanesco pour les gens qui ne sont pas mathématiciens et qui préfèrent les légumes. Mais on avait un peu cette dynamique-là, donc en fait cette opposition rural-urbain, on la retrouve aussi quand on va dans le rural avec ces différentes zones qui sont pas toutes égales. C'est pas si homogène que ça. Et peut-être juste, parce que tu as parlé des villes de proximité qui sont plutôt des petites villes, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes aussi sur les villes moyennes, en fait. Parfois des sous-préfectures où en fait, a priori, il y a un réseau qui existe, il y a une offre qui existe, mais elle est saturée, ultra saturée. Et donc il y a vraiment... c'est très frustrant en fait pour tout le monde, pour les personnes et pour les intervenants, de se dire que l'offre existe mais elle est vraiment inaccessible alors qu'elle est là sous nos yeux, quoi. Donc il y a eu vraiment une dégradation de l'offre et de la qualité d'offre de ces villes moyennes qui les pousse en fait dans de plus en plus de retranchements et d'isolement en matière de santé.
Je vais essayer de parler, mais j'ai très peur, je vous le dis tout de suite. Alors je représente la Soupe aux Cailloux 44, qui travaille dans un lieu un petit peu compliqué, où il y a beaucoup de besoins, un lieu oublié qui se trouve en zone urbaine. Ce que j'entends pas dans tout ce que vous dites, c'est que pour moi, le soin en fait commence, enfin le bien-être commence par l'alimentation, le vivre ensemble, la joie de vivre ensemble. Et j'entends beaucoup parler de bénévolat. C'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai la chance d'être salarié de l'association. Ça coûte très cher à l'association. J'anime des jardins avec les habitants, avec les écoles. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte que on les soigne pas. Hein. Par contre, ils vont mieux. Ils vont mieux parce qu'ils sont contents d'être ensemble, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils s'autorisent à parler aux autres, parce qu'ils s'autorisent aussi à faire des choses qu'ils ne seraient pas autorisés à faire en temps normal. Et puis l'objectif, c'est quand même de s'approprier une alimentation de qualité avec des semences non hybridées qui nous rendent malades, tous, que ce soit les yeux, les oreilles, les dents, tout. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Je pense, je suis un peu idéaliste et utopiste, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes énergies là dans cette salle. Et puis, de manière générale, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire changer les choses, les territoires et tout ça. Mais ils ne sont pas assez ensemble. Donc ça me rassure que là, on soit tous concentrés au même endroit. Mais comment on travaille ensemble? Comment ça peut ne pas être porté que par des bénévoles qui eux aussi s'épuisent? Parce que c'est l'humanité, le capital humain, en fait, peut s'effriter au bout du temps. Le contexte sociétal est compliqué, la nourriture est chère. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on s'aime, quoi, en fait. Il faut des terrains. Je parle de graines avant tout, mais à partir du moment où on a à plusieurs les mains dans la terre, il se passe quelque chose de quand même magique. Et en fait, c'est le b.a.-ba, et ça existait à l'origine de la Croix-Rouge. C'était une époque où, en fait, les gens, ils travaillaient ensemble, ils faisaient des choses ensemble. Là, aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on a besoin de retrouver. Et jardiner. Il faut qu'on se réapproprie la nourriture. Alors sur le fait de travailler ensemble, effectivement cet événement il est là pour ça, pour que les gens se rencontrent, qu'il y ait une potentialisation des énergies. Il y a des ateliers qui se font sur la création d'un collectif de l'Allée Vert. On a travaillé sur une première session hier avec les porteurs de projets qui étaient là. Il y a une deuxième session cet après-midi qui va essayer d'approfondir la question. Et voilà, la question de la structuration, en tout cas, elle est bien prise en compte par le réseau et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont venus aussi. Donc on essaie d'amorcer quelque chose là-dessus et on espère que ça va fonctionner. Peut-être, si je peux dire un mot aussi, en fait, on est d'accord. Hein, moi, je parle de santé, mais en fait, la plupart du temps, on se demande vraiment ce qu'on fait, que ce soit les infirmiers ou les médecins. En fait, comme je disais au début, les gens, ils ont besoin de liens, ils ont besoin de contacts, ils ont besoin qu'on se pose ensemble et qu'on discute. Et donc, parfois, le soin, c'est juste un prétexte, en fait, pour rentrer en contact avec les gens. On va s'intéresser à l'état de santé, au corps, etc., pour, en fait, aller totalement vers autre chose. Donc, il y a des états de santé qui sont préoccupants et souvent, on agit dans l'urgence. Mais en fait, peut-être, je ne vais pas dire la majorité, mais une grande partie de notre temps, il est consacré au lien, en fait, au lien social. Donc, j'irai même un peu plus loin aussi dans nos actions de santé. Parfois, dans les contextes de vie les plus dégradés, la première des choses qu'on fait, c'est de travailler l'accès à l'eau potable pour les gens, l'accès à l'hygiène. Et bien sûr, quand on est dans ces conditions-là, quand on n'a pas accès à de l'alimentation de qualité, on ne va pas dire aux gens allez, mangez, bougez, il faut faire de l'exercice et ça va bien se passer. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus. Et en fait, derrière santé, il faut entendre vraiment tous les déterminants de santé, tout ce qui constitue vraiment le lit des inégalités. Et en fait, on travaille en premier lieu là-dessus, avant de soigner. Sinon, je suis d'accord, on fait que poser des pansements sur des jambes de bois et ça n'est pas du tout efficace. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu le micro repartir. On a encore le temps pour une ou deux interventions si des gens veulent s'exprimer. Non? Il est temps d'aller boire un café? Si? Là-bas. Ok. 2, oh là là, plein. Bonjour tout le monde.
Je suis ravie d'être là. Bonjour Emma. Dispositif Le Car, l'espace de vie sociale Le Car, n'est-ce pas? On fait partie du collectif. Alors Manou Partage, c'est une association qui existe depuis 11 ans. On a monté il y a plusieurs actions. On fait des mises en lien entre des familles, des grands-parents de cœur sur la région Pays de la Loire. On a monté aussi une action, donc on est présent sur le quartier Ranzay à Nantes, Ranzay-Île-de-Saint, près de la Beaujoire. On a un espace de vie sociale, un lieu d'accueil qui s'appelle Chez Manou. On a monté une action ces 4 dernières années qui vise à identifier et accompagner les personnes en situation d'isolement. Donc on a monté toute une méthodologie, des outils d'aller vers en porte-à-porte, en phoning social, en déambulation, en partenariat avec des acteurs du territoire, le CCAS de la ville de Nantes, les bailleurs de quartier, les médiateurs de quartier également, pour aller vraiment au plus proche des habitants en fonction de leurs besoins. On fait de la mobilité solidaire également et on accompagne les habitants qui deviennent après porteurs de projets. Donc nous, on a un lieu de vie où il y a un potager partagé, petit clin d'œil au monsieur qui a parlé juste avant, ça c'est important, ou qui permet vraiment de faire des échanges de toutes les générations. Ça c'est chouette. Et nous, chez Manou, on accueille des enfants aussi des maisons d'enfants à caractère social avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avec des résidents aussi des EHPAD du quartier, les enfants de l'école de secteur. Voilà, donc c'est vraiment de réunir tous les publics et d'avancer ensemble, de tisser des vrais liens, du lien de cœur. Donc on est vraiment là-dessus, nous, chez Manou. On mise tout sur le lien de cœur. C'est hyper important. Tisser un lien de confiance, c'est important. Prendre le temps d'échanger, de considérer les gens, faire vraiment connaissance avec les personnes, qui reprennent confiance en elles, estime d'elles-mêmes, c'est essentiel. Et puis, de leur donner la possibilité, finalement, d'aller mieux dans le cœur, dans la tête. C'est important, et dans le corps, ça c'est hyper important. Et du coup, voilà. Et donc en fait, toute cette action-là, donc toute une méthodologie, des outils, et maintenant on les essaime, en fait, toute cette méthodologie, on l'essaime sur des communes rurales. On a commencé avec la commune de Saint-Marc-du-Désert. Et donc là, on impulse des collectifs engagés solidaires composés d'habitants, d'institutionnels, de professionnels et d'associations. Donc en fait, moi j'anime un parcours de transmission sur plusieurs jours. Et en fait, on fédère, on mobilise tout ce petit monde-là. C'est un gros travail. Donner envie aux gens de travailler ensemble, de monter des synergies, de coopérer. C'est vraiment le vrai sujet. C'est ça qui est important, de travailler tous ensemble sur un même territoire pour pouvoir s'orienter des situations de personnes en situation d'isolement, de repli, voire de mort sociale. Ça, c'est essentiel de se connaître. Moi, on s'en est rendu compte que les gens ne se connaissent pas. Les intervenants des bailleurs sociaux, les clics, les travailleurs sociaux, des EDS, ne prennent pas le temps d'échanger ensemble. Nous, on est là, l'idée, c'est de tisser du lien entre tout ce monde-là pour faire en sorte de mettre une belle dynamique. Et voilà, et ça fonctionne. En tout cas, Emma fait partie du collectif là-bas. Et puis, voilà, ça fonctionne. On accompagne et on garde le lien avec ces collectifs. C'est ça qui est important. On ne vient pas dire comment il faut faire, mais on fait avec eux sur le terrain les actions d'aller vers. Et voilà, ça fonctionne. On a monté une charte. Donc on accompagne tout ça et on est ravis. En tout cas, si vous souhaitez mettre en place des collectifs engagés solidaires sur vos communes, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis là toute la journée. Et c'est Manou Partage. Voilà. Merci pour l'écoute. Merci. On a le temps éventuellement pour une dernière petite intervention. Question, il y en avait une au fond là-bas au milieu. Et ce sera la dernière. Ici. Ouais, merci. Merci, bonjour. Alors mes questions, on va repartir un petit peu de la très belle intervention qui a été faite auparavant. Je vois que l'une des similitudes que vous avez sur vos différentes actions, c'est justement le côté bénévole de vos professionnels de santé. Je ne connais pas vos projets dans les détails, mais par rapport à ce que vous nous en dites, j'estime que vous contribuez directement à la diminution des frais de santé en France, soit par l'évitement de la dégradation de l'état de santé des personnes. Je pense que vous limitez aussi l'influence dans les hôpitaux, l'influence aussi aux urgences, qui est un vrai sujet à l'heure actuelle. Donc vous contribuez énormément à la santé dans ce pays. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu, vous, votre avis, comment vous estimez avoir le soutien des instances publiques, que ce soit d'un point de vue structurel et également financier. Et également, j'aimerais savoir un petit peu quelle postérité et quel avenir vous estimez avoir pour vos actions et vos très belles actions dans les Verts. Merci.
C'était pour moi, c'est ça. En partie. Alors, comment être synthétique pour répondre à cette question? Je pourrais en dire un mot aussi après si tu veux à propos du marsouin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on se retrouve sur pas mal de points. Alors oui, le bénévolat, j'ai pas rebondi sur la question de tout à l'heure, mais en fait pour nous il est indispensable parce qu'il apporte aussi autre chose. C'est pas juste faire là où les autres ne font pas et à coût réduit, voire à zéro coût. C'est pas vraiment la philosophie qu'on a nous. En fait, on a plutôt une approche qui est à cheval entre le social et l'humanitaire, parce qu'en fait, on peut se le dire, aujourd'hui en France, les inégalités font qu'il y a des besoins humanitaires en matière de santé. Ne serait-ce que pour constituer la première marche, en fait, pour ramener les personnes vers le droit commun. Il faut que cette première marche, elle existe, et je crois qu'il faut être assez honnête avec ça aussi. Quand on parle de besoins des personnes, qu'on va répondre aux besoins, en fait, la réalité, elle est assez triste. C'est qu'aujourd'hui, c'est insupportable de penser que dans notre pays, on ne peut pas accéder à un médecin traitant, que nos parents, nos grands-parents ou des enfants ne peuvent pas avoir accès à un pédiatre. C'est insupportable de laisser une personne à la rue malade parce que la première passe, elle est à 40 km et qu'on peut rien faire. C'est insupportable. Je vous invite quand même à regarder les chiffres de mortalité. Là où en fait peut-être le milieu rural avant c'était recherché pour le bien-être, pour s'éloigner des villes, avoir une meilleure vie, une meilleure santé. En fait aujourd'hui on meurt plus tôt à la campagne en fait. C'est un facteur de risque pour la santé d'habiter dans une zone rurale pour toutes les raisons qu'on a citées. Donc tout ça c'est insupportable. Donc oui, moi je suis pour le service public, je suis pour un service public de qualité, de proximité. On voit bien quand même ce qu'il en est depuis ces dernières années. Et peut-être c'est le fondement aussi même du système de santé qu'il faut repenser, parce que moi j'adore, j'ai adoré ce festival. C'est merveilleux de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qui se fait, mais j'avoue que je suis un petit peu inquiète aussi de voir la part que les services publics ont là-dedans. En fait, il y a des initiatives citoyennes, des initiatives de la société civile, mais quelle part par rapport à ce qui doit se faire de la part des pouvoirs publics? Donc non, on n'a pas assez de financement, on en a parlé beaucoup. Non, on ne sait pas à chaque fois de quoi demain sera fait parce que rien n'est pérenne. Et puis, je crois qu'il y a eu à la conférence d'hier soir des grands engagements ou une volonté d'engagement. C'est très bien et moi je suis très en attente, mais ça fait 10 ans qu'on attend. Donc là, cette réalité de la désertification médicale, du creusement des inégalités sociales et territoriales de santé, elle existe depuis très longtemps. Donc je veux bien qu'aujourd'hui il y ait une urgence à réagir, mais ça devient très 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 urgent, effectivement. Merci. Merci beaucoup, on va rester là-dessus, il est l'heure. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence et la suivante commence dans une petite demi-heure. Donc vous avez le temps d'aller boire un café, rencontrer d'autres partenaires. Je vous engage à continuer à profiter de cet événement. Merci beaucoup, bonne journée.